Les pierres précieuses, ces muets témoins de l'histoire, peuvent-elles abriter en leur sein non seulement l'éclat des triomphes, mais aussi l'ombre d'une profonde affliction? Une tiare magnifique, née pour être le couronnement du bonheur, est-elle capable de se métamorphoser en symbole d'une tragédie inexorable? Plongeons dans le monde éblouissant, mais empli de tristesse, des derniers représentants de la dynastie Romanov, afin de suivre le destin d'un trésor de saphir dont l'histoire s'est retrouvée fatalement entrelacée avec la vie d'une infortunée princesse, victime des machinations d'une cour européenne étrangère. À l'apogée de sa puissance, la dynastie Romanov possédait des richesses d'une ampleur qui stupéfiait même les souverains les plus avertis d'Europe. Les trésors impériaux n'étaient pas de simples conservatoires de valeurs, mais de véritables univers où miroitait l'éclat des diadèmes, où jouait la profondeur des pierres précieuses dans d'innombrables parures et où scintillaient mystérieusement les colliers de perles. Cet héritage, constitué au fil des siècles, servait de symbole tangible de la puissance, alors perçue comme indestructible, de l'Empire russe. Cependant, le XXe siècle apporta avec lui des tempêtes historiques qui balayèrent sans pitié l'Empire lui-même et ses trésors légendaires, ne laissant derrière elles que des fragments épars de l'ancienne splendeur et des récits nébuleux. En 1914, lorsque les grondements de la Première Guerre mondiale parvinrent jusqu'à la capitale, une menace réelle plana sur Saint-Pétersbourg. Dans une atmosphère de secret absolu, une décision stratégique fut prise, celle d'évacuer les principales pierres précieuses de l'État à l'intérieur du pays, dans la sûreté de Moscou. Les joyaux de la couronne, symbole du pouvoir suprême, ainsi qu'une partie importante des bijoux personnels de la famille impériale, furent préparés à l'expédition. Dans la hâte et l'angoisse oppressante, sans dresser d'inventaire détaillé, des chefs-d'œuvre de l'art joaillier, dont la valeur était incalculable, furent entassés de manière chaotique dans de volumineux coffres en chêne. Ils furent scellés et transportés sous haute protection dans l'armurerie du Kremlin de Moscou, où ils devaient attendre des temps plus calmes, qui toutefois ne devaient jamais arriver. Les lourds coffres restèrent ainsi intacts dans les réserves du Kremlin, survivant aux flammes de 2 révolutions et aux troubles fratricides de la guerre civile. Le nouveau pouvoir prolétarien, luttant désespérément pour sa propre existence, n'avait cure des reliques étincelantes du passé. Ce n'est qu'au début des années 1920, lorsque le jeune État soviétique eut besoin de moyens colossaux pour son industrialisation, que l'on se souvint de l'héritage tsariste. Une commission spéciale ouvrit le local scellé. Selon les souvenirs de témoins, les couvercles séculaires, dissimulant l'éclat et l'histoire de l'Empire déchu, étaient fermés par des cadenas tout à fait ordinaires. Nul besoin d'outils complexes, ni de connaissances particulières pour les ouvrir. Un simple serrurier, venu de Moscou, brisa sans effort, de ses mains rugueuses, les scellés qui séparaient une époque d'une autre. Ainsi, sans cérémonie ni honneur, la force brute éventra le coffre au passé impérial, libérant non seulement un éclat éblouissant, mais aussi une succession de destins nouveaux et encore plus imprévisibles. Le tableau qui s'offrit aux membres de la commission était un chaos éblouissant. Les trésors, entassés en désordre, miroitaient faiblement sous la lumière des lampes administratives. S'ensuivit un long et scrupuleux processus d'inventaire, au cours duquel tous les bijoux furent répartis en 2 catégories distinctes. La première comprenait les objets d'une valeur artistique et historique incontestable. Le sort du second groupe, considéré uniquement comme un fonds de matières premières de métaux et de pierres précieuses, fut infiniment plus triste. Afin de couper court à toute revendication juridique possible de la part des représentants survivants de la maison Romanov, dispersés dans toute l'Europe, une décision impitoyable fut prise. Les bijoux n'ayant pas intégré la première catégorie devaient être démantelés. Par des méthodes barbares, les pierres en étaient extraites
et les montures uniques, fruits du génie de grands maîtres, étaient impitoyablement envoyées au creuset pour être refondues. Ainsi, la grande majorité des bijoux personnels des impératrices et des grandes duchesses fut détruite à jamais. Leur apparence originelle ne nous est parvenue que grâce à d'anciens portraits, de rares photographies et aux pages du célèbre catalogue rédigé par le minéralogiste Alexandre Fersman. Par essence, il s'agissait d'une brochure publicitaire luxueuse destinée aux acheteurs étrangers potentiels, une vitrine pour une vente grandiose du patrimoine national. C'est précisément dans les pages de ce document unique que nous découvrons les images de plusieurs tiares magnifiques, chacune étant un véritable chef-d'œuvre de l'art joaillier de son époque. La collection des Romanov surprenait par la diversité de ses styles et de ses formes. Par exemple, la tiare nuptiale, que l'on peut encore admirer aujourd'hui dans l'exposition du fond de diamants, est une dentelle légère faite de gros diamants taillés en forme de gouttes. La tiare rayonnante disparue, dont la composition reproduisait des rayons de soleil divergents, était également entièrement réalisée en diamant. Cependant, le plus souvent, les créateurs de diadèmes associaient le roi des pierres à d'autres pierres précieuses. Parfois, des combinaisons audacieuses et originales étaient utilisées, comme dans la tiare antique de Fabergé, où l'éclat froid des diamants était délicatement souligné par le bleu céleste de la turquoise. Le favori incontestable restait bien sûr la perle, une grosse perle de mer parfaitement sphérique de la plus haute qualité, achetée à des prix exorbitants et appréciée bien plus que la perle de rivière en raison de son éclat impeccable. Mais il existait une autre pierre, pour laquelle les impératrices russes nourrissaient un attachement particulier, presque mystique, le saphir. Les tiares de saphir occupaient une place véritablement exceptionnelle dans le trésor des Romanov. Seules les pierres d'une qualité remarquable y étaient sélectionnées, d'une teinte bleuet intense, possédant une profondeur veloutée et une pureté irréprochable. De telles couronnes ornaient non seulement les impératrices augustes, mais aussi les grandes duchesses. Et pourtant, au milieu de toute cette magnificence perdue, il existait une tiare dont l'histoire s'est avérée non seulement tragique, mais véritablement fatale. C'est précisément ce diadème, scintillant du bleu profond de ses pierres, qui semblait avoir absorbé tout le désespoir et le caractère fatal du destin de sa toute première propriétaire. Cette histoire prend sa source au crépuscule du XVIIIe siècle, à l'époque du règne de l'empereur Paul Ier et de son épouse Marie Féodorovna. Si leur prédécesseur, Catherine la Grande, n'éprouvait pas de passion particulière pour les diadèmes massifs, préférant des aigrettes et des bandeaux plus modestes, avec l'avènement de Marie Féodorovna, le style empire majestueux, inspiré par la France napoléonienne, triompha à la cour. Les coiffures hautes et complexes exigeaient un sommet spectaculaire, et c'est précisément à cette période que furent créées les tiares les plus légendaires de la dynastie des Romanov. On considère que c'est précisément pour Marie Féodorovna que le joaillier de la cour, Jacob Duval, créa une tiare de saphir inégalable. C'était une création monumentale et en même temps étonnamment gracieuse. La base du diadème, réalisée en or et en argent, rappelait vaguement par sa forme le kokochnik russe traditionnel, mais son design était résolu selon les canons stricts du classicisme. Les éléments décoratifs clés étaient des épis de blé stylisés, un symbole antique de fertilité, de prospérité et de vie éternelle. Au centre de cette composition précieuse brillaient 5 saphirs de Ceylan d'une qualité exceptionnelle. Leur taille augmentait progressivement des bords vers le centre, créant une symétrie harmonieuse et majestueuse. Le couronnement de l'ensemble de l'œuvre était la pierre centrale. Un saphir énorme et impeccable d'environ 70 carats, au-dessus duquel, telle une étoile polaire, brillait un gros diamant de taille ancienne.
Autour des saphirs et sur tout le contour de la tiare serpentait une guirlande de diamants plus petits, qui jaillissaient de myriades d'étincelles au moindre mouvement, enveloppant les profondeurs bleu foncé des saphirs d'un halo de rayonnement céleste. L'auteur de ce chef-d'œuvre était Jacob Duval, représentant d'une dynastie illustre de joailliers suisses au service de la cour impériale russe depuis l'époque de Pierre III. Il jouissait d'une faveur tellement illimitée auprès du couple royal que l'impératrice Marie Féodorovna elle-même devint la marraine de ses fils. Cependant, il existe une autre version de l'origine de ce trésor. Certains historiens émettent l'hypothèse que la tiare n'a pas été commandée pour l'impératrice elle-même, mais comme cadeau de mariage pour sa fille aînée et bien-aimée, la grande duchesse Alexandra Pavlovna. Il est toutefois plus probable que Marie Féodorovna, suivant une tradition bien établie, ait simplement transmise à sa fille l'un de ses plus beaux diadèmes dans le cadre d'une dot riche. Ce chef-d'œuvre de l'art joaillier, symbole de la puissance impériale et de l'amour maternel, devait être le gage d'un bonheur sans nuage pour la jeune princesse en terre étrangère. Mais au lieu de cela, il s'est avéré être le témoin silencieux de l'une des pages les plus douloureuses des annales des monarchies européennes. Le destin de la grande duchesse Alexandra Pavlovna est une véritable tragédie, un récit poignant de jeunesse et de beauté gâchée, d'espoir anéanti. En 1799, elle fut mariée à l'archiduc autrichien Joseph de Habsbourg, palatin de Hongrie. Cette union fut scellée par un froid calcul politique, dans le but de renforcer l'alliance militaire entre la Russie et l'Autriche dans leur lutte contre Napoléon. Cependant, contrairement à de nombreux mariages dynastiques, une sincère affection naquit entre les deux époux. L'archiduc Joseph adorait sans bornes sa jeune épouse, mais se révéla un homme faible, incapable de la protéger des intrigues venimeuses de la cour de Vienne. C'est précisément cette incapacité à défendre son amour qui, en fin de compte, transforma une tiare précieuse, symbole d'espoir, en une relique de deuil éternel. Le jeune couple passa la majeure partie de son bref mariage, non pas dans la paisible Hongrie, mais dans la bouillonnante Vienne, à la cour du frère de Joseph, l'empereur François II du Saint-Empire romain germanique. C'est là, dans ce monde d'étiquettes glaciales et d'intrigues sournoises, que la fragile princesse russe se retrouva immédiatement au centre d'une hostilité brûlante émanant de l'épouse de l'empereur, Marie-Thérèse de Bourbon-Naples. Les raisons de cette haine étaient évidentes. Tout d'abord, une jalousie à peine voilée. La dot immense d'Alexandra Pavlovna, ses toilettes somptueuses et bien sûr ses bijoux éblouissants, dont le joyau était une tiare de saphir, éclipsaient sans difficulté tout ce dont l'impératrice d'Autriche pouvait se vanter. Cela était perçu comme une humiliation publique et une démonstration de la supériorité de la puissante cour russe. Mais il existait une autre raison, bien plus profonde et personnelle, à cette inimitié. Par un concours de circonstances funestes, Alexandra Pavlovna ressemblait de manière frappante à la première épouse, adorée et disparue prématurément, de l'empereur François, Élisabeth de Wurtemberg, qui, de plus, était sa tante. La présence de ce rappel vivant d'un bonheur à jamais perdu, comme le notèrent les contemporains, troublait profondément l'esprit de l'empereur. Involontairement, il montrait des signes d'attention à la jeune princesse russe, ce qui rendait sa femme actuelle, peu belle et extrêmement jalouse, folle de rage. Le confesseur de la grande duchesse, le père Andreï Samborski, rapporta avec inquiétude à Saint-Pétersbourg que les souvenirs du passé heureux avec Élisabeth avaient plongé l'empereur dans une confusion mentale que son épouse actuelle avait perçue comme une offense personnelle. C'est après cela, écrivit-il, qu'une vengeance implacable s'abattit sur la victime innocente. Ainsi, dans l'atmosphère froide et hostile de la cour de Vienne, le sort de la fragile princesse était scellé, et la magnifique tiare de saphir sur son front, de gage de bonheur, se transforma en une cible mortellement dangereuse.
l'impératrice lança contre sa belle-fille une campagne méthodique et cruelle de pression psychologique. Alexandra Pavlovna, qui restait fidèle à la foi orthodoxe, fut continuellement et avec insistance exhortée à se convertir au catholicisme. Lorsque la grande duchesse portait son enfant et souffrait de terribles nausées matinales, Marie-Thérèse, sous couvert d'une fausse sollicitude, lui envoya son médecin de cour. Cet homme, selon la description acerbe du père Andréi, connaissait bien mieux les méandres des intrigues du palais que l'art de la médecine. Sur ordre impérial, le personnel de cuisine préparait pour la femme enceinte des plats dont la seule odeur lui provoquait des accès de nausée. L'accouchement s'avéra d'une difficulté insoutenable. Le médecin inexpérimenté eut recours à des instruments chirurgicaux, infligeant de très graves blessures à la mère et à l'enfant. Une fille, prénommée Alexandrine, vit le jour, mais sa vie s'éteignit quelques heures plus tard. Au début, il sembla qu'Alexandra elle-même se remettait lentement, mais sûrement, donnant un timide espoir de guérison. Le 9e jour après l'accouchement, on lui permit même de se lever. Mais le soir même, son état s'aggrava brutalement. Une forte fièvre se déclara soudainement, signe infaillible de fièvre puerpérale. À l'aube du lendemain, la grande duchesse de 19 ans n'était plus. Sa vie s'éteignit en terre étrangère, loin de sa maison et de ses proches, sans lui avoir offert le bonheur promis. Comme Alexandra Pavlovna mourut sans laisser d'héritier, sa dot somptueuse, enveloppée d'un voile de deuil, fut renvoyée en Russie. Avec les autres trésors, la magnifique tiare de saphir, devenue un triste vestige d'un destin inaccompli, reprit le chemin du retour. Revenue à Saint-Pétersbourg, cette parure à la réputation tragique fut remisée dans les profondeurs des réserves du palais d'hiver. Aucune des impératrices ou grandes duchesses russes qui suivirent n'osa plus jamais la porter. La raison en était probablement une crainte superstitieuse. Ce joyau, ayant appartenu à une propriétaire si malheureuse, acquit la réputation de porter malheur, d'être marqué du sceau du deuil. Dans la famille impériale des Romanov, où le mysticisme et les présages de toutes sortes étaient toujours pris très au sérieux, une telle réputation était un argument plus que convaincant. Il pouvait cependant exister une explication plus prosaïque. Au milieu du XIXe siècle, le design massif et austère de la tiare, de style Empire, était définitivement passé de mode, et elle était perçue comme trop imposante et démodée par rapport aux créations joaillières plus légères et ajourées de la nouvelle époque. Quoi qu'il en soit, pendant près d'un siècle, on ne se souvint pratiquement plus du chef-d'œuvre de saphir du joaillier Duval. Il reposait dans le silence et l'obscurité des réserves, fantôme muet d'un siècle révolu, jusqu'à ce qu'il soit tiré de l'oubli dans un pays complètement différent et dans des circonstances radicalement changées. Après les événements révolutionnaires, lors de l'inventaire des trésors impériaux, la tiare d'Alexandra Pavlovna fut incluse dans la liste des biens que le pouvoir soviétique s'apprêtait à vendre à l'étranger. Son image figura dans le célèbre catalogue de l'académicien Fersman, et c'est là que la trace documentaire de la parure se perd dans l'histoire. Cet acte de vente fut-il le dernier chapitre de l'odyssée tragique de la tiare, ou simplement le prologue silencieux d'une nouvelle page de son destin, encore à écrire? De nos jours, on peut trouver sur le web une hypothèse romantique selon laquelle la tiare perdue aurait survécu et ferait aujourd'hui partie de la célèbre collection des ducs de Westminster. Cependant, cette version, malgré son attrait, est très probablement fausse. Le pouvoir soviétique menait une politique pragmatique et impitoyable de atomisation des trésors impériaux. Cette pratique impliquait que les parures historiques uniques étaient systématiquement démontées en leurs éléments constitutifs, afin de les dépersonnaliser complètement et d'en masquer l'origine. Cette approche permettait d'éviter d'éventuelles demandes de restitution de la part des héritiers des anciens propriétaires et de vendre les biens au prix le plus élevé possible.
Cette hachoir à bijoux fonctionnait parfaitement. Les pierres précieuses étaient extraites et vendues séparément, et les montures magnifiques, qui constituaient souvent des œuvres d'art à part entière, étaient impitoyablement envoyées à la fonte. Seuls quelques chefs-d'œuvre, dont la signification historique et culturelle était reconnue comme incontestable, purent survivre à ce processus. Ce sont eux qui vinrent enrichir le fond de diamants. Le sort de la tiare d'Alexandra Pavlovna fut très probablement scellé par ce système. Ces magnifiques saphirs de Ceylan et ces diamants d'une pureté exceptionnelle furent barbarement extraits de la monture pour être ensuite vendus aux enchères à Berlin, Londres ou Amsterdam. Aujourd'hui, ces pierres précieuses ornent probablement des bijoux tout à fait différents, et leurs propriétaires actuels ne se doutent même pas qu'ils portent les témoins d'une grande et tragique histoire qui brille dans leurs bagues ou leurs colliers. Ainsi, l'histoire de la merveille de saphir ne s'est pas achevée, elle a été brutalement interrompue. De la tiare resplendissante, il ne nous reste aujourd'hui que des esquisses à l'aquarelle, des lignes sèches dans les inventaires d'archives et une légende triste, enveloppée d'un voile de deuil. Elle a disparu, se fondant dans le flot tumultueux du temps, tout comme l'empire russe qui l'avait engendré. Cet artefact perdu sert de rappel amer que même les trésors les plus éblouissants et les plus coûteux sont impuissants face à la cruauté humaine et aux rebondissements implacables de l'histoire. Il ne leur reste que le pouvoir de garder silencieusement le souvenir éternel de l'éclat et des larmes de leurs propriétaires disparus depuis longtemps. Et il ne reste plus qu'à se demander si ces pierres anonymes, dispersées à travers le monde, portent en elles cette empreinte invisible du destin de leur première et malheureuse propriétaire, la transmettant le long d'une chaîne invisible de destin.